Bonjour Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense sur la menace d'annexion par Donald Trump du Groenland, mais aussi sur la répression sanglante en Iran. Vous approuvez cette réunion d'urgence du chef de l'État ? Eh ben, évidemment, c'est bien que le Conseil de défense se réunisse, mais ça, voilà, c'est pas le principe même du réunion qui nous sauvera, c'est ce qui pourrait en sortir. En tout cas, on voit bien que en France et en Europe, tout le monde est sur le qui-vive. Dans un début d'année, d'ailleurs, j'en profite pour présenter mes vœux à tous vos téléspectateurs, qui est assez anxiogène, il faut le dire. Donc je pense qu'on est dans un moment où on voit l'Iran, le Venezuela, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Ukraine, le Soudan, le Yémen, le Groenland. Il se passe des choses aux quatre coins du monde qui sont pas très rassurantes. Et j'étais hier avec un général de l'armée qui me disait, voyez, c'était un vieux général, qui me dit, j'en viens regretter la guerre froide, parce que la guerre froide, c'était stressant, mais c'était froid. Et là, en fait, il se passe des choses tout le temps, partout, à un rythme où, en fait, j'ai l'impression même que la manière dont la défense s'organise en France, on est capé pour s'occuper d'une crise en même temps, avec une belle armée, avec une belle organisation. Mais là, comme c'est un peu sur tous les fronts, il y a un côté anxiogène pour la population française, mais je pense aussi très challenging pour nos équipes. C'est une réalité quand même. C'est sûr que c'est une réalité. Et il faut quand même se dire aussi que tout ça est en réalité assez lié au changement climatique. Vous voyez bien que le Groenland, pourquoi ça devient un enjeu là maintenant ? Parce que la banquise se réchauffe et fond, parce que du coup le Groenland, qui était quasiment inaccessible la plupart de l'année, devient accessible, que ça ouvre d'ailleurs des voies navigables. Alors ça ouvre des voies navigables déjà entre Amérique du Nord, Europe et Arctique, et vous avez parfaitement raison de le signaler, le sous-sol devient exploitable avec beaucoup de terres rares qui sont un enjeu de la transition écologique aussi, et on voit que cette compétition, c'est aussi un sujet en Ukraine. Trump, quand il négocie la paix, on voit bien que le premier sujet c'est les terres rares de l'Ukraine. Donc ce monde se tend, et je veux, en tant que secrétaire national des écologistes, vous montrer à quel point tout ça est aussi lié au dérèglement climatique. L'envoi de troupes, vous êtes pour ? Au Groenland ? Oui, ils nous envoient des soldats français partent rejoindre ceux du Danemark. Là aujourd'hui, oui, des exercices sont organisés de manière interalliée avec la France. J'ai vu que la Suède a envoyé des troupes, et je trouve ça bien, parce qu'on voit bien qu'on est dans un moment où Trump teste les limites. Et il faut lui montrer très clairement que s'il met un pied au Groenland, bon, ils ont déjà une base américaine là-bas, dont le nombre de troupes sur place a été divisé par 2, je crois, en 15 ans. Donc le plus probable, c'est pas une invasion terrestre avec des hélicoptères du Groenland, une démonstration de force d'un coup, comme ils l'ont fait au Venezuela. Ils sont pas prêts à faire ça. Par contre, ils vont remilitariser leur base, remettre peut-être au niveau d'il y a 15 ans leur nombre de troupes. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire aussi, c'est ce qu'on nous dit côté Élysée, c'est d'acheter un maximum de terrain. Se rendre propriétaire finalement du Groenland de fait, et l'Europe doit réagir, doit se montrer très ferme, et leur montrer que à toute démonstration de force, nous nous tenons prêts, que nous ne nous laisserons pas faire. Il n'est plus notre allié, Trump. Comment vous le voyez, ce président américain, vous ? Il est assez imprévisible, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il est, il a l'air d'en être très fier d'ailleurs. C'est l'outrance, c'est la démesure, c'est la provocation, et dans un monde aussi instable, c'est dangereux. Je ne dirais plus que ça n'est plus notre allié, parce qu'il joue là-dessus. Et vous voyez, quand on parle aujourd'hui des garanties de sécurité en Ukraine, et je suis obligée de passer d'un sujet à l'autre parce que tout ça est lié, quand on a une réunion à l'Élysée, les chefs de parti, pour nous expliquer ce qui va se passer avec les garanties de sécurité en Ukraine, c'est-à-dire si un jour un cessez-le-feu est signé, comment on garantit qu'il soit appliqué, Emmanuel Macron nous explique que les États-Unis acceptent de s'engager dans ce processus et feront le monitoring, c'est-à-dire la surveillance de ce que le cessez-le-feu n'est pas violé, évidemment, notamment par la Russie. Évidemment qu'il y a des chefs de parti, dont les écologistes, qui disent, est-ce qu'on est sûr qu'on leur fait bien confiance ? Ils ont quand même un rapport assez alternatif à la vérité, par exemple. Est-ce que les preuves qu'ils nous donneront seront les bonnes ? Est-ce qu'ils ne vont pas changer de pied tout le temps ? Et Emmanuel Macron est obligé de reconnaître que nous ne pouvons avoir aucune confiance dans cet allié. Mais le fait que les États-Unis, à ce stade, pour combien de temps, je ne sais pas, disent « Ok, on s'engage avec vous », fait que d'autres pays s'engagent, que le processus avance. 35 pays aujourd'hui engagés pour une garantie de sécurité en Ukraine si elle devait être mise en œuvre. Et si les États-Unis se désengagent, qu'arrivera probablement, en réalité, nous aurons avancé sous un commandement franco-britannique installé au Mont Valérien, ce qui est historique, avec 35 pays. Et donc, quelque part, on est en train de se rendre autonome. Je dis ça ne sera ni simple, ni fluide, ni facile, mais on est en train de progressivement de se rendre potentiellement autonome d'eux, parce qu'on sait qu'ils ne seront pas là longtemps, probablement. Un discours de responsabilité là-dessus, chez les écologistes. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement, là, au fait, sur le Groenland ? Évidemment. Oui. Sur le Groenland, mais aussi sur les garanties de sécurité en Ukraine, la situation internationale va très vite, et oui, il faut que le Parlement soit tenu
très, très étroitement au courant de ce qu'il se passe, parce qu'il faut se préparer à peut-être devoir répondre durement et rapidement. Marine Tondelier, sur l'Iran, silence au massacre. Il faut une intervention militaire américaine. Alors, j'arrive pas à suivre toutes les anérines de Trump. Voilà, c'est plusieurs par jour, donc on a du mal à y voir clair. Mais j'ai lu là qu'il expliquait qu'il avait des sources très fiables qui lui disaient qu'il n'y avait aucune représaille sur les manifestants et qu'aucun n'était mort. Bon, les ONG sur place nous parlent de 3500 morts depuis le début des manifestations et le blackout provoqué par le gouvernement pour qu'on ne sache plus, qu'on n'ait plus d'informations et que les manifestants n'aient plus Internet, évidemment, n'est pas de nature à nous rassurer. S'ils ne faisaient pas de répression, ils n'auraient pas besoin de blackout. Il faut les taper, les casernes, les gardiens de la Révolution, les mollahs. Il faut y aller ou pas? Bombarder? Oui, bombarder, pour aider ceux qui manifestent. Alors je pense qu'un bombardement américain sur l'Iran, ne serait pas de nature à apaiser la situation. Oui, mais c'est ciblé. Qu'est-ce qu'on fait, Marine Tondelier? Je sais bien que c'est. Vous savez, les manifestants aujourd'hui, c'est courageux de sortir dans la rue en Iran, sachant que vous vous exposez aux balles des mollahs. Si vous vous exposez en même temps au bombardement des Américains, ça devient compliqué. Donc nous sommes pleinement en soutien et en solidarité de la révolution iranienne. Ce n'est pas la première, ce n'est sûrement pas la dernière, mais celle-ci, ce qu'elle a de singulier, c'est que dans la rue, il y a beaucoup plus de couches de la population différentes que les fois d'avant. C'est pas juste les étudiants. Il y a des commerçants, il y a beaucoup de couches de la société. Et surtout, on sait que même si là, aujourd'hui, on a du mal à avoir des images et à savoir ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est une manifestation dont on a vu qu'elle irriguait beaucoup plus le territoire. Ce n'était pas juste les grandes villes, ça va partout dans le territoire. Vous n'êtes pas pour une intervention militaire, mais ça veut dire qu'il y a des massacres et on ne peut rien faire. Voilà. Alors, vous savez, je n'ai pas de réponse définitive et plus personne n'a de réponse définitive. Ce que je vous dis juste, c'est que les États-Unis qui disent, bon, moi, si ça continue, j'y vais, je règle le problème, on ne peut pas fonctionner comme ça. On est obligé de respecter les cadres du droit international. Même si on se dit aujourd'hui, le droit international, il est piétiné ici, il est piétiné là-bas. Est-ce que ça marche encore? Dans la rue ont envie d'entendre ça. Nous travaillons avec leurs représentants sur le territoire national. Beaucoup, nous serons en manifestation à leur côté samedi. Et on voit bien d'ailleurs que derrière, même si en France, j'ai l'impression que dans la classe politique, et c'est rassurant pour une fois, il y a une unanimité à vouloir soutenir cette révolution. Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où on dit, soit on dit c'est les Iraniens qui décideront qu'ils mettent à la place, on accompagne une transition démocratique et c'est eux qui décideront, soit on commence à dire on y va, on les enlève, on en met d'autres à la place, et je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur c'est qui les autres, et c'est pas à nous de décider. Marine Tondelier. Donc l'ingérence, faut faire attention, souvent ça nous conduit à pire que mieux. Revenons à la politique nationale. Les écologistes ont voté majoritairement la motion de censure La France Insoumise, rejetée à l'Assemblée hier, vous le savez. C'est passé près, 32 voix. Les 69 du Parti Socialiste ont manqué avec les voix du PS. Le gouvernement aurait été censuré. Que dites-vous du PS ce matin ? Le Parti Socialiste, ça fait des mois, de toute façon, qui nous ont habitués avec cette stratégie, qui n'est pas celle des écologistes, finalement, d'accompagner le gouvernement. Ils ne sont pas le gouvernement. J'ose imaginer qu'ils ne sont pas alignés politiquement avec le gouvernement, mais ils ont décidé d'être quelque part leur béquille, ce qui montre d'ailleurs la fragilité de ce gouvernement qui ne tient plus qu'au bon vouloir des socialistes et à leur esprit de responsabilité qui va quand même, à mon sens, un peu trop loin. Et voilà, donc ce Parti socialiste avait fait comprendre à Emmanuel Macron que s'il nommait Sébastien Lecornu plutôt qu'Olivier Faure, il les censurait pas trop, puis qu'il serait responsable sur le budget, qu'on trouverait toujours des compromis qui pour l'instant vont pas dans le sens des Français, excusez-moi de le dire, puis qu'il fallait pas de 49.3, mais maintenant que peut-être il va en falloir un quand même parce qu'il faut que ça se termine. Donc voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cette stratégie du Parti socialiste. Je pense que ce gouvernement fait beaucoup de mal aux Français. C'est un parti traître, pardon pour le mot, à gauche ou pas? Franchement, ça sert à rien de se balancer des mots pareils à la tête. Ça n'est pas ma manière de discuter à gauche. Vous voyez, ici je vous dis calmement que je ne suis pas d'accord, sans en mettre plein la tête à des camarades de gauche avec lesquels nous travaillons par ailleurs pour les municipales et avec lesquels nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà. Vous arrivez à travailler avec eux malgré ça pour les municipales? Oui, parce que nous travaillons à une primaire pour 2027 pour pouvoir avoir une candidature commune à la gauche et aux écologistes. Et vous voyez, on peut avoir des désaccords, des nuances, mais se dire que la solution est forcément dans ce périmètre-là. Là, c'est plus qu'un désaccord. Vous dites pas plus qu'un désaccord. Il travaille. On peut être d'accord ou pas d'accord. Plus qu'un désaccord, je ne sais pas ce que c'est. Il travaille avec Sébastien Lecornu pour tenter de mettre en place un budget. Et avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il tombe, ce gouvernement, puisque vous avez voté cette motion de censure? Moi, j'estime que ce gouvernement n'est pas légitime. Emmanuel Macron a demandé une élection législative, que personne ne lui avait demandé d'ailleurs d'organiser. Il l'a manifestement et très lourdement perdu. Et 3 premiers ministres plus tard, il n'a mis que des soutiens à lui. Donc il n'a pas compris ce que signifie la cohabitation. Et moi je vous le dis, le sujet c'est pas qui est Premier ministre, c'est qu'est-ce qu'ils font. Et aujourd'hui les Français qui
très très majoritairement, plus de 70% d'entre eux voulaient un changement de cap politique, en ont pour leur argent quand même, et dans l'autre sens. Et donc je leur dis, tenez bon, nous arrivons, parce que je vois bien que aujourd'hui tout ce qui faisait un peu le sel de la vie, le lien, tout ce qui faisait que ça continuait de tenir socialement, c'est-à-dire pas grand-chose, est en train d'être sabré. Les radios associatives locales, les chantiers d'insertion, c'est-à-dire que les personnes qui sont au chômage de longue durée, à qui on trouve un chantier d'insertion, 60 000 vont perdre leur poste à cause de ce budget. Les gens au RSA qui vont perdre la prime de Noël. C'est à tous les étages, toute la journée, et je ne peux pas expliquer à aucun Français que ce budget est un bon budget. Donc vous êtes en désaccord avec le PS sur sa stratégie avec le gouvernement, mais vous êtes avec le PS pour les municipales. C'est difficile à comprendre. Peu importe. Vous êtes. Alors je vais vous expliquer très simplement. Je préfère que les villes soient de gauche que de droite. Bon. Je sais à quel point, quand un gouvernement fait ce genre de politique, on a besoin de villes refuges aussi, de territoires qui s'opposent et qui protègent les Français. Et les villes écologistes et les villes de gauche, oui, sont de nature à protéger les Français. Donc on se battra pour les garder. Je ne sais pas si vous étiez au meeting hier soir d'Emmanuel Grégoire à Paris. Vous redoutez de perdre Paris parce que ça se joue à très peu. Et vous avez la France insoumise qui est de côté. Alors, Emmanuel Grégoire, à Paris, a tout mon soutien, comme l'ensemble des candidats de l'Union de la gauche et des écologistes sur tout le territoire. Vous verrez que les écologistes sont des gens simples, constants et cohérents. Mais il faudra s'entendre avec les villes grâce aux écologistes, et les villes que nous gagnerons à la droite, car nous allons en gagner à la droite ensemble, les écologistes auront toujours joué un rôle prépondérant dans ces victoires. Je suis inquiète pour Paris, comme je suis inquiète pour toutes les villes de ce pays. Et des municipales, c'est jamais gagné et jamais perdu d'avance. C'est dur pour tout le monde, c'est imprévisible. Et donc, on a on surveille ça comme le lait sur le feu, mais on n'est pas en surveillance en mode on se sent puissant, comme on va faire. Sophia on est en action partout et en campagne. Sophia Chikirou pour le deuxième tour à Paris, vous lui direz travailler ensemble. Sophia Chikirou, j'ai déjà constaté qu'au premier tour, on aurait pu se dire que le fait que les écologistes rallient les socialistes lui ouvre un espace et qu'elle s'envole dans les sondages. Ce n'est aujourd'hui pas le cas. Et donc moi, ce que je pense, même si tout le monde jouera sa compétition à fond et que le meilleur gagne, c'est que les électeurs de gauche sont très très unitaires. Ils veulent l'union de la gauche et des écologistes parce qu'ils veulent une chose simple, c'est qu'on gagne. Et je pense que la France insoumise risque de payer un moment le fait d'avoir voulu partir partout, tout seul. Mais voilà. vous Entre un bulletin insoumis seul et les autres ensemble, je pense que les électeurs de gauche et des écologistes, majoritairement, se rallieront au vote utile. Je vais vous poser une question sur les agriculteurs, mais Marine Tondelier, vous soutenez la colère des agriculteurs aujourd'hui? Parce que quand même, c'est un sujet compliqué pour vous. Depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Les écologistes ont toujours été du côté des agriculteurs. Ça fait des décennies que main dans la main, on soutient la lutte contre l'artificialisation des terres agricoles, que nous soutenons une PAC plus juste parce qu'aujourd'hui, donc c'est tous ces revenus de l'Europe qui vont aux agriculteurs. 80% du volume de la PAC va à 20% des agriculteurs. Ils disent pas toujours du bien les écologistes, les agriculteurs, vous le savez quand même. 85% des agriculteurs sont pour la transition écologiste parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'avenir à leur métier s'il n'y a plus de biodiversité, s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de stabilité climatique. Et le changement climatique, ils le voient le nez sur la terre tous les jours. Donc qu'on ait des débats sur comment il faille faire, sur la réalité de leur métier, je suis d'accord, mais en réalité, le principal problème des agriculteurs, c'est les revenus. Oui. D'ailleurs, qui a défendu à l'Assemblée nationale et fait adopter des revenus planchers pour les agriculteurs? Ce sont les écologistes. Qui se bat pour une PAC plus juste? Ce sont les écologistes. Qui se bat depuis le début et de manière constante, contrairement aux gens de droite sur le Mercosur? Ce sont les écologistes. Depuis José Bové à Seattle, on a toujours une position très claire là-dessus. Un dernier mot là-dessus. Courage des agriculteurs. La loi, on entend bien, la loi d'urgence de Sébastien Lecornu va assouplir l'utilisation de l'eau jusqu'en septembre à peu près par les agriculteurs. Vous avez une niche parlementaire prochainement pour durcir justement l'utilisation de l'eau en question. Il y a une forme de contradiction. Le problème de la raréfaction de l'eau, c'est pas de la faute des écologistes. Enfin, moi, je me rappelle d'un candidat écologiste à la présidentielle, René Dumont, 1974, qui tenait un verre d'eau en disant que bientôt nous viendrions à en manquer. Bon, bah, aujourd'hui, on en manque. Je veux bien que ce soit de la faute des écologistes. La réalité est un peu plus complexe. Et je veux bien aussi qu'on se dit, c'est pas vrai, il en manque pas. On va faire des méga bassines, on va la maintenir dans des trucs en plastique. Enfin, en fait, on n'aura pas plus d'eau, c'est pas vrai. Et donc, je pense qu'on doit dire la vérité aux agriculteurs et les aider à s'adapter au changement climatique. Et voilà, c'est pas vrai qu'on produira du maïs dans les mêmes quantités en France en 2050, alors qu'il fera plus chaud, qu'on aura moins d'eau, et que en plus ce maïs, en majorité, c'est pour l'exportation et pour l'élevage. Donc en fait, notre agriculture va devoir s'adapter. Et vous voyez bien, crise après crise, que ce ne sont pas des crises conjoncturelles. C'est une crise structurelle qui dure depuis maintenant des années et qui fait que 200 fermes disparaissent par semaine dans notre pays et qu'un agriculteur se suicide en moyenne tous les jours.
Donc cette profession a tout mon soutien, tout notre soutien écologiste, et tout ce que nous pouvons faire pour l'aider, nous le ferons. Merci à vous, Marine Tondelier. Merci, Marine Tondelier. Alors, vous avez entendu, Marine Tondelier dit je suis avec les agriculteurs, je suis à leur côté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. J'aimerais Peut-être vous pas entendre. avec vous, c'est la vie. Mais c'est comme ça, on discute, mais on travaille ensemble, et très bien, je Oui, les mais alors, il y a certains disent oui, mais c'est à cause de vous, il y a trop de normes parfois pour certaines choses. Par exemple, on n'a plus d'œufs, en fait, aujourd'hui. Vous avez compris qu'on n'était pas au gouvernement. Ah oui. Ni au niveau national, ni au niveau européen. Donc ces normes, c'est pas les écologistes qui les ont écrites. Ouais. Il y a des gens qui font de l'écologie punitive, après qui disent que c'est nous. Nous, on n'aurait jamais fait comme ça. Est-ce que vous mangez des œufs, Marine Tondelier? Moi, j'ai 2 poules. Vous avez 2 poules. Je suis végétarienne depuis 2009, depuis la COP 15 à Copenhague, très exactement. Et j'ai 2 poules. Et donc, je mange les œufs de mes poules. Bon, voilà, qui sont nourris avec du grain bio. Bon, très bien. Non, mais je parlais de ça parce qu'évidemment, ça fait partie des fameuses normes où on manque de poules, en fait, aujourd'hui, de poules pondeuses, parce que il y a des normes qui empêchent de construire. Oui, après, en fait, vous savez que les poules aujourd'hui vivent. Je suis à la radio, donc ça ne marche pas. Mais je montre une feuille A4. Il y a des poules qui ont ça comme surface pour vivre aujourd'hui. Les poules en cage, mais ça change. Mais bon, bien sûr, mais dans toutes les. Vous relativisez la souffrance animale. Non, bien sûr. Évidemment, il faut combattre ça. Et par ailleurs, vous savez, quand vous offrez une ferme à un enfant à Noël, vous lui offrez pas une ferme-usine en disant tiens, voilà 30 000 poules, tu as des petites cases, tu les mets. Non, vous offrez une belle petite ferme, il y a une poule, un cochon. En fait, le métier de paysan, moi, je le défends. L'agro-industrie, un peu moins. Voilà. Et d'ailleurs, pour le bien-être animal, et pour le bien-être paysan, et pour le bien-être alimentaire, je sais quel modèle je défends.